Bonjour à toutes et tous. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous proposer un webinaire en compagnie de Christopher Lamort, qui est chercheur en psychologie à l'Université de Lille. Nous avons choisi pour ce webinaire d'aborder un sujet qui est souvent oublié dans celui de la pathologie, qui est celui des aidants et aussi des jeunes aidants, qui passent souvent inaperçus dans ce parcours de soins, tant il peut être difficile et cruel, et tant on a besoin d'eux, mais ils sont souvent un petit peu de côté. Donc là, on veut vraiment creuser ce sujet, mettre en avant qui ils sont, comment on peut les accompagner. Et Christopher a pour ça des informations à nous partager, à vous partager. Donc, il va pouvoir nous apporter des éléments de compréhension. Et ensuite, vous pourrez poser vos questions à Christopher, nous faire part peut-être de vos témoignages aussi dans le chat. Et au fur et à mesure, je poserai les questions à Christopher ou je partagerai vos commentaires. L'idée étant que ce webinaire est enregistré, donc chacun garde son anonymat, mais que tout le monde puisse avoir des réponses à ces questions et puisse s'exprimer. Bonjour Christopher. Bonjour, merci beaucoup Sabrina pour l'invitation et merci à toutes et à tous de vous être connectés aujourd'hui avec nous. Comme vous avez pu le dire, Sabrina, je suis chercheur en psychologie à l'Université de Lille et plus précisément au laboratoire de recherche Scalab. Et notamment pour aujourd'hui, on a préparé une présentation avec la très grande aide de ma collègue Pauline Justin, qui est maîtresse de conférences en psychologie de la santé et qui, elle, est dans notre laboratoire la grande experte sur les jeunes aidants. Moi, j'ai, dans mon expérience, eu la chance de pouvoir travailler avec beaucoup de patients, mais aussi avec des proches aidants, et de m'intéresser au cours des dernières années un peu plus à cette question des plus jeunes et à l'aide qu'ils peuvent apporter. C'est pour ça qu'on avait souhaité aujourd'hui vous parler de ce sujet. Juste pour remettre un petit peu de contexte, mais je pense que c'est suffisamment clair pour vous tous, le cancer, ça peut avoir différents bouleversements ou entraîner différents bouleversements dans la vie des individus. Déjà, les personnes qui, elles, en sont atteintes peuvent avoir différents impacts au niveau physique, que ce soit de la fatigue, des troubles de la parole, de la défiguration. On peut également retrouver tout ce qui est des troubles cognitifs, notamment un impact au niveau de l'attention, de la mémoire, de la concentration. Un impact au niveau psychologique également, où on retrouve assez fréquemment de l'anxiété, une peur de mourir aussi bien pendant le traitement que dans l'après-traitement, avec une peur de revoir la maladie revenir, donc une peur du futur, de ce qui peut se passer, des ruminations ou encore de la tristesse. Et on retrouve également une grande question de la disponibilité pendant toute la phase de traitement et après, notamment parce qu'il y a des rendez-vous médicaux qui sont très fréquents. Il y a la question du travail aussi qui va venir. Est-ce qu'on arrête de travailler? Est-ce qu'on continue de travailler? À quel moment on retourne travailler ou non? Et tout ce qui est la question des loisirs ou des moments de plaisir, à quel moment ils peuvent arriver au milieu de tout ce qui se passe dans les bouleversements en lien avec la maladie. Tout ça, ça entraîne différents besoins. Déjà, tous ceux qui sont liés à la maladie en termes de gestion des traitements, de prise de rendez-vous médicaux, tous les rendez-vous qu'il y a à coordonner, toute l'information médicale aussi à obtenir, à saisir, comprendre, à aller rechercher, tout ce qui est faire sa toilette, les pansements ou autres. Donc, beaucoup de choses et qui vont varier d'une personne à une autre aussi en fonction du type de cancer qu'elle a, du type de traitement et d'autres sortes de variables telles que son âge, les personnes qui sont autour d'elle aussi pour l'aider ou non. Et tout ce qui est des besoins plutôt liés au quotidien, donc en dehors de la maladie aussi, à la fois finalement tout ce qu'on peut faire dans notre vie quotidienne puisque la vie continue. On peut avoir des enfants assez jeunes qui ont besoin de notre aide, des personnes autour de nous aussi avec qui on souhaite passer du temps, des amis. Toutes nos activités aussi qui nous procurent ou qui nous procuraient du plaisir, est-ce qu'on les maintient ou non? Est-ce qu'on peut continuer ou non de les faire? Donc on peut avoir cette dualité en termes de besoins qui arrive lorsque on a un cancer.
Et tout ça, ça va donc fluctuer, comme j'ai pu vous le dire, en fonction aussi de l'évolution de la maladie et de ses traitements. Mais quand on a un cancer, finalement, vous le savez bien, on n'est pas seul confronté à la maladie, on est aussi entouré de personnes qui peuvent être des aidants, donc des personnes qui vont nous apporter une aide en lien avec la maladie. Et lorsqu'on s'intéresse à la question des aidants en France, on a 11 à 15 millions de personnes qui sont considérées comme soutenant un proche qui a un problème de santé. Donc là, on n'est pas spécifiquement dans le cadre du cancer, mais lorsqu'on s'intéresse au cancer, en général, on dit qu'il y a plusieurs millions de proches aidants qui existent. Et ces proches aidants, ils peuvent être de différentes natures en termes de relations. Ça peut être un partenaire, une partenaire, un parent ou encore un enfant, qu'il soit adulte ou mineur. Ça peut être des grands-parents, des amis également. Donc finalement, toutes les personnes qui peuvent nous entourer peuvent nous apporter une aide. Parfois, il y a même des personnes auxquelles on pense moins souvent, mais ça peut être un voisin aussi qui nous apporte une aide, ne serait-ce qu'en allant faire des courses ponctuellement pour nous aussi, si ça peut nous aider. Et donc aujourd'hui, on avait prévu de faire un petit focus sur les jeunes aidants, puisque c'est une population qu'on connaît assez peu, ou en tout cas à laquelle on est moins sensibilisé. C'est de se dire que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans peuvent également apporter une aide qu'on va dire significative et régulière à un membre de sa famille ou de son foyer. Donc ça, c'est la définition qui existe. Et on va faire la distinction avec les jeunes adultes aidants, qui sont les jeunes entre 18 et 25 ans, qui peuvent également apporter une aide significative et régulière. Finalement, quand on se demande qui est-ce qu'ils aident, principalement, ça va être leurs parents ou encore un frère ou une sœur ou des grands-parents. En général, c'est ces personnes-là qu'ils vont le plus souvent accompagner. Et comme pour les aidants adultes, on peut en faire la distinction entre l'aidant principal, unique ou secondaire. On va dire qu'en général, on peut avoir un seul aidant, donc ça va être l'aidant unique, il n'y a personne d'autre qui va apporter une aide, ou un aidant secondaire, c'est-à-dire s'il y a une autre personne qui, elle, apporte plus d'aide et qui sera considérée comme étant un aidant principal. Et en général, on se pose une grande question qui est quand commencent les danses ? Et c'est quelque chose qui peut surprendre beaucoup de monde, puisqu'on voit que ça peut arriver à un âge très jeune. Ici, on voit dans l'ensemble des études qui ont été faites à l'international que l'aidance peut apparaître déjà dès l'âge de 5 ans. Après, il faut être vigilant, puisque finalement, à partir de 5 ans, on ne va pas apporter la même aide qu'un adulte, mais on peut apporter déjà une aide au niveau, ne serait-ce que d'apporter un soutien émotionnel à son parent qui est malade. Et rien que ça, c'est déjà quelque chose qui peut être significatif et régulier dans la vie de ce jeune. Quelque chose qui ne ferait donc pas en l'absence d'une maladie. Ensuite, combien sont-ils ? Il y a eu plusieurs études qui ont été réalisées en France par l'équipe de la professeure Aurélie Intas et Géraldine Dorard à l'Université Paris-Cité, qui ont pu mettre en évidence notamment qu'il y avait environ 14% des jeunes qui étaient considérés comme des aidants au lycée, ce qui représente environ 300 000 lycéens en France, qui est quand même un nombre assez important, ou encore environ 4 étudiants, 4 élèves par classe au lycée. Et lorsqu'on s'intéresse aux jeunes adultes aidants, donc là c'est la docteure Basilie Chevrier qui a pu faire cette étude, on voit qu'il y en a 15,9% des étudiants qui, eux, sont considérés comme des aidants, ce qui représenterait environ 16 étudiants dans un amphithéâtre de 100 personnes. On voit quand même que c'est des données qui sont assez importantes, donc finalement c'est des personnes qui sont à la fois rares, ou en tout cas plus invisibles, puisqu'en réalité, il y en a quand même un certain nombre qui existent et qui peuvent graviter autour de nous. Au niveau français, on a notamment une autre étude qui a permis de mettre en évidence qu'il y avait environ un demi-million de jeunes aidants qui soutiennent un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Donc à nouveau, un nombre qui est très important et qui nécessite de s'intéresser à ces jeunes-là et de voir s'ils ont des besoins spécifiques et si oui, comment les aider eux aussi. Donc ici, pour vous donner des éléments un peu plus concrets, quelles aides ils vont apporter ces jeunes? Donc là, on peut prendre l'exemple de Maxime, qui pourrait avoir 15 ans, et du type d'aide qu'il pourrait apporter à un de ses proches qui serait malade. Dans un premier temps, on voit qu'il peut y avoir une aide assez classique ou assez banalisée d'une certaine manière, qui est aider dans les tâches ménagères. Donc passer l'aspirateur, faire la vaisselle, mettre la table.
En deuxième type d'aide, on peut avoir celle de s'occuper de ses frères et sœurs. Donc à nouveau, c'est quelque chose qui peut sembler assez anodin, assez classique dans une famille, même en dehors d'une maladie. On peut également avoir un type d'aide qui est celui d'apporter un soutien en termes occupationnels, de jeu à la personne malade, ou encore une aide plutôt au niveau de tout ce qui est administratif par rapport à la prise de rendez-vous, ou encore à la gestion de tout ce qui est les éléments financiers, puisque parfois il y a certains jeunes qui aident sur ces dimensions-là. On peut également avoir une aide plus en termes de soutien émotionnel qui peut être apportée, ou encore au niveau de la communication. Parfois, il y a des jeunes qui aident beaucoup au quotidien, ne serait-ce qu'en prenant des nouvelles de leurs proches malades, en envoyant des SMS ou en passant des appels. Également, ils peuvent apporter de l'information à la personne malade, aider dans la gestion des médicaments ou encore dans la toilette, l'aide à la toilette. Ça, c'est deux types d'aides qui sont un peu plus spécifiques, qui reviennent peut-être un peu moins souvent, mais ça va dépendre à nouveau des conditions de la personne malade. Donc on voit qu'ils peuvent aider dans différentes situations diverses et variées. Tout ça, finalement, ce qu'on observe dans les cas les plus communs, c'est que c'est souvent une accumulation de petites aides quotidiennes. Donc comme je vous disais, des choses qui peuvent paraître assez anodines, mais en réalité, c'est l'ensemble de ces petites aides qui font que ça peut faire beaucoup pour certains jeunes. On peut alors se poser la question des retentissements de cette aide qui est apportée par ces jeunes aidants. Déjà, on peut voir qu'il peut y avoir un impact sur la santé de ces personnes-là, en termes de fatigue ou encore de détresse. Ils peuvent également se poser un grand nombre de questions sur ce qui se passe et sur leur vie, ou encore se sentir isolés ou s'isoler aussi de leurs camarades à l'école, parce que finalement, eux ne vivent pas la même chose que les autres. Et ils peuvent donc avoir des difficultés au niveau scolaire, mais également au niveau de leurs études supérieures. Par contre, il y a des bénéfices qui peuvent être observés. Souvent, c'est des personnes où on peut dire qu'elles grandissent un peu plus vite. Donc, il y a ce sentiment de maturité ou cette maturité qui s'observe plus précocement chez les jeunes aidants. Ils développent également d'excellentes capacités d'empathie et de compréhension de l'autre. Et souvent, ils ont un sentiment de fierté de pouvoir apporter cette aide et d'être présents pour leurs proches. Mais il faut savoir que tous les jeunes aidants, ils ne sont pas en difficulté, ou ils n'ont pas tous besoin d'aide. Donc ça, c'est un point qui est très important. Souvent, ça n'a pas de retentissement particulier sur leur vie. Mais par contre, il y a un besoin en tant que professionnel, donc là je me considère dans cette catégorie, qui est d'être attentif plus précisément à l'épuisement ou au trop-plein de ces jeunes. Donc, en tant que parent, si on a un enfant qui apporte une aide comme ça à quelqu'un de son entourage, on peut aussi être attentif à notre enfant pour se dire, est-ce que finalement, là, il ne fait pas trop? Est-ce qu'il ne va pas s'épuiser à apporter de l'aide aussi régulièrement? Et à quel moment, lui aussi, pourra avoir besoin de souffler un peu par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre et aussi de retrouver des petits plaisirs, s'il les a mis de côté, en lien avec son âge, donc notamment aller voir des amis, faire des sorties et passer du temps en dehors de la maladie. On disait qu'ils n'avaient pas forcément de besoins, mais ils peuvent en avoir. Et en termes de besoins, ils peuvent avoir notamment des besoins en termes de recherche d'informations, de communication et d'écoute, de pouvoir parler de ce qu'ils sont en train de vivre, mais aussi au niveau de leur sommeil et de leur état de santé de manière plus globale, on peut retrouver des besoins, et aussi en termes d'activités et de jeux sur lesquels ils pourraient passer, puisque souvent ils peuvent négliger certains aspects de ce côté-là et prendre moins soin d'eux, comme peuvent le faire certains aidants adultes. On retrouve également des besoins en termes d'accompagnement au niveau des équipes médicales, alors que souvent, malheureusement, les jeunes aidants ne vont pas au milieu hospitalier, donc ce sont eux que les professionnels de santé voient le moins souvent. On est donc confronté à différents constats et problèmes actuels. Souvent, on va dire qu'ils sont considérés comme étant confrontés à la maladie, mais qu'ils ne sont pas des aidants. Et donc ça, c'est une des premières problématiques, c'est-à-dire que si on ne les reconnaît pas comme des aidants, comment on pourrait donc leur apporter une aide qui est adaptée à leurs besoins? Le fait qu'on ne les questionne pas souvent sur leur état,
comment eux vivent la situation, comment ils vivent le fait d'aider quotidiennement. Est-ce que c'est quelque chose qui les gêne ou non? Et donc bien souvent, ils sont dits invisibles puisque non considérés comme étant des aidants. De ce côté-là, on a également un constat du côté des professionnels qui ont des difficultés à identifier les jeunes aidants, puisque je vous disais que souvent, ces jeunes ne viennent pas à l'hôpital ou ils ne viennent pas sur les structures de soins. Donc, c'est des personnes qu'on ne considère pas en tant que telles. Il y a un manque de connaissances sur ces jeunes de la part des professionnels. Donc, souvent, ils ne savent pas que les jeunes aidants existent et ils ne savent pas quel type d'aide ils peuvent avoir ou les retentissements que ça pourrait avoir sur leur vie. Et se pose donc la question de que faire pour les aider et vers qui les orienter concrètement. En termes d'aide du côté des professionnels, ce qu'ils peuvent déjà faire, c'est essayer de parler avec le jeune, apprendre à faire connaissance avec eux, ce qui se passe dans leur vie, donc questionner un petit peu tout. Parler de ces jeunes aidants, mais avec les adultes, donc notamment avec le patient qu'ils rencontrent ou les autres proches adultes qui viennent aux consultations. Donc ça revient à venir questionner comment ça se passe à la maison, au sein du système familial, et du coup rester vigilant en revenant questionner ponctuellement comment ça se passe pour le jeune, comment il se sent et est-ce qu'il y a des retentissements. Donc même sans voir le jeune, on peut y être attentif d'une certaine manière. On peut donc proposer au besoin un suivi psychologique qui peut être individuel, un groupe de parole ou encore un groupe pour la fratrie, donc pour les frères et sœurs, à savoir donc proposer un accompagnement qui pourrait répondre le plus précisément possible aux besoins ou aux attentes des jeunes. Et on peut donc se poser la question de quid des autres besoins, puisque finalement là on est resté sur quelque chose un petit peu en surface, mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça encore ? Et c'est notamment ce que propose l'Association nationale Jeunes Aidants Ensemble, JAD, qui est une association qui existe depuis un certain nombre d'années et qui a beaucoup œuvré, je dirais, au cours des 10 dernières années pour faire reconnaître les jeunes aidants et leurs problématiques, mais aussi leurs besoins, et qui propose donc des ateliers et des dispositifs spécifiques pour accompagner ces jeunes. Ici, je vous en présente deux. Dans un premier temps, c'est un atelier artistique répit qui existe déjà depuis un certain nombre d'années, qui est probablement à l'origine de la création de JAD, et qui permet finalement de proposer des moments de répit et d'expression pour ces jeunes aidants en France spécifiquement. Je vous présente sur une autre diapo les différentes zones géographiques où c'est possible de pouvoir participer à ces ateliers artistiques répit. En fait, ça correspond à un séjour de plusieurs jours où différents jeunes aidants vont pouvoir se réunir, passer du temps ensemble, partager des moments de plaisir et aussi construire autour d'un projet artistique un récit de ce qu'ils vivent. Et donc là, c'est vraiment un projet sur lequel ils vont pouvoir se saisir, construire quelque chose. Et à la fin de ce séjour, il va pouvoir y avoir une diffusion, une présentation devant l'ensemble des familles des différents projets artistiques que chacun des enfants aura construits. Ce que cette association propose également, c'est des séjours interrégionaux de répit, notamment pendant l'été, où en fait ça correspond à une semaine de vacances pour ces jeunes, où ils vont pouvoir se retrouver entre eux et passer des moments où ils vont pouvoir à la fois profiter de moments de plaisir en faisant différentes activités, mais aussi, s'ils le souhaitent, pouvoir parler de ce qu'ils vivent avec d'autres jeunes qui sont confrontés à des situations similaires. Je vous disais que ces ateliers à répit existent dans différents départements en France. Donc ici, on voit en orange, la couleur la plus foncée, là où le projet est labellisé en tant que tel, et en orange plus clair, les zones où c'est encore en cours d'accompagnement. Mais on voit qu'il y a une répartition qui essaye de devenir de plus en plus représentative sur l'ensemble des territoires en France. Ils se sont également intéressés au niveau de cette association aux besoins et aux attentes plus précisément de ces jeunes. Ce qu'on voit, c'est que notamment en termes d'attentes exprimées, c'est à faire des activités, faire des rencontres, se reposer, souffler en grande majorité. Et encore en grande majorité, on voit que ce qu'ils souhaitent, c'est partir quelques jours en dehors de la maison, en dehors de ce quotidien, et aussi rencontrer des autres jeunes qui apportent une aide. Donc on voit finalement que ces ateliers peuvent correspondre aux attentes qui sont exprimées par les jeunes. Et j'en arrive à présent à la question des adultes aidants, pour lesquels j'ai préparé moins de choses au niveau de mes slides, puisque finalement on les connaît beaucoup plus
en général, on se dit assez facilement qu'un adulte qui est présent aux consultations peut être considéré comme un aidant, que c'est lui souvent qui peut apporter une aide dans la gestion des rendez-vous, le fait d'accompagner la personne malade à l'hôpital en conduisant. Donc tout ça, ça peut être des aides à nouveau qui sont assez anodines, mais qui, cumulées, peuvent représenter beaucoup. Et souvent, ce qu'on observe en oncologie adulte, c'est que les aidants ont souvent une détresse qui peut être plus importante parfois que celle des patients. Et ils peuvent avoir des besoins qui sont très importants, mais souvent, ils ne vont pas s'écouter ou ne pas répondre à leurs besoins. Ils vont plutôt se mettre de côté pour pouvoir rester présent pour la personne qui est malade, lui apporter de l'aide dont elle pourrait avoir besoin. Donc, ce qui fait que souvent, les aidants adultes vont plutôt accepter de l'aide dans l'après-traitement. Une fois que tout ça sera terminé, en tout cas toute la phase qu'ils peuvent considérer comme étant aiguë. Et à ce moment-là, du coup, se pose souvent la question de vers qui se tourner. Vers qui on peut trouver de l'aide en fonction du besoin qu'on peut avoir. Souvent, ça peut être un besoin d'ordre psychologique, puisque moi, je suis psychologue, donc c'est dans ce cadre-là qu'en général, je les rencontre. Il peut y avoir un besoin aussi au niveau de l'accompagnement social, notamment s'il y a des difficultés financières parce qu'on a arrêté de travailler ou l'un des deux a arrêté de travailler. Des difficultés ou des besoins au niveau médical qui nous sont propres, tout plein d'autres choses. Et on voit finalement qu'en France, il y a différents dispositifs qui existent. Souvent, c'est les milieux associatifs, donc comme Corasso, mais également tout ce qui est la Ligue contre le cancer qui, sur les antennes départementales, peut, dans certains cas, proposer un accompagnement pour des aidants, avec des ateliers de groupe ou encore en individuel. On a aussi l'Association française des aidants qui existe. En majorité, on y retrouve peu d'aidants en oncologie. Ça va plutôt être des aidants, notamment de personnes qui ont une maladie d'Alzheimer ou une maladie neurodégénérative. Mais on peut y aller si on a un proche aidant qui a un cancer. Également la maison des aidants ou encore les espaces ressources cancer. Donc on voit qu'il y a des dispositifs, mais souvent ils sont peu connus. Et en fait, la contrainte majeure, c'est-à-dire que c'est à l'aidant lui-même de s'orienter vers ces dispositifs-là, vers ces associations. Donc c'est à lui à nouveau de faire un pas supplémentaire pour venir chercher un accompagnement, parce que finalement, dans le milieu hospitalier, on propose des choses, mais souvent peu de choses, et les professionnels sont plutôt orientés vers le patient et ses besoins à lui, et essayer déjà de faire beaucoup de choses pour les patients. Mais du coup, ça veut dire que cette case du côté professionnel hospitalier, où eux aussi pourraient faire attention aux aidants et essayer de les orienter au maximum, aujourd'hui, il nous reste encore du travail à faire pour améliorer ce côté-là également. Et j'en arrive donc à quelques informations que vous pouvez retenir de cette présentation. Déjà, vous, en tant que personne, si vous êtes personne confrontée à la maladie, en tant que patient ou proche, ce que vous pouvez faire, c'est déjà d'essayer d'être attentif aux situations qui vous entourent, à vos proches, au type d'aide qu'ils peuvent apporter et à quel point ça peut être quelque chose qui peut être lourd ou non pour eux. Et d'interroger plus globalement votre système familial. Qu'est-ce qui a changé depuis le diagnostic de cancer? Est-ce qu'il y a des changements qui sont perçus négativement par certains de ses membres ou non? Et après, on a plein de choses qu'on peut faire au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez identifié quelque chose et que vous signalez ça à un professionnel, ce serait plutôt à lui d'évaluer la charge que l'aide peut représenter, d'évaluer les difficultés que le proche aidant peut avoir, pour ensuite proposer un accompagnement qui serait adapté à ses besoins, que ce soit une aide psychologique, une aide organisationnelle, une orientation vers l'extérieur ou encore de l'aide au niveau de l'information. Et aussi de prévenir, notamment en apportant apporter une information sur les bouleversements qui peuvent être induits par le cancer et à tout temps, pour tous les proches, finalement, de pouvoir ne serait-ce que aider, accompagner sur qu'est-ce qui pourrait se passer prochainement pour que le proche puisse aussi s'adapter du mieux possible. Et je vais en rester sur une dernière diapo qui correspond à un projet de recherche que nous avons en cours avec des personnes de mon équipe et notamment Léna Carton et Louise Richer. Ou en lien avec tout ça, ici je vous ai parlé des aidants, mais j'en reviens à la question des personnes malades, où on s'intéresse aux besoins et finalement à quels sont vos besoins à vous en tant que personne qui pouvez avoir eu un cancer de la tête et du cou,
avec pour objectif vraiment de pouvoir caractériser du mieux possible ses besoins et en conséquence adapter la prise en charge telle qu'il serait possible dans l'idéal. Et pour cela, on fait des entretiens de recherche en individuel, en visioconférence, donc un entretien qui dure entre 30 minutes et 1 heure. Ça dépendra vraiment de ce que chacun et chacune peut avoir à dire. Et pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés au niveau de l'expression verbale, on propose une alternative qui est le fait de compléter un questionnaire papier ou numérique qui est à nous renvoyer. Donc c'est des questions similaires, mais à vous d'écrire tout ce que vous souhaitez pour nous expliquer ce que vous vivez, avez vécu et les besoins que vous pouvez avoir. Et pour ça, on cherche donc à interroger des personnes qui ont un cancer de la tête et du cou, qui sont âgées de 25 ans ou plus, qui maîtrisent donc le français et qui ont terminé leur traitement depuis au moins 12 mois, puisque pour nous, l'idée, c'est d'avoir un certain recul sur la maladie, sur ce qui a été vécu pendant la phase des traitements, pour faire un état de ce qui se passe au moins 1 an après. Est-ce qu'il y a des besoins auxquels vous n'avez toujours pas trouvé de réponse et quels ont été les besoins que vous avez pu avoir par le passé? Et donc pour ça, vous pouvez contacter les 2 personnes qui sont écrites, Léna et Louise. Vous avez leur adresse email et n'hésitez pas à échanger avec elles et à nous aider puisqu'on a vraiment besoin de votre aide pour pouvoir essayer d'améliorer du mieux possible l'accompagnement qu'on vous propose. Merci Christopher, c'est très riche et ça, enfin, les commentaires et les questions en témoignent. Donc merci à vous qui êtes derrière vos écrans d'enrichir la réflexion et ça va nous permettre de creuser un petit peu plus le sujet. Donc Christopher, préparez-vous parce que j'ai plein de questions à vous poser. On nous demande, on nous a parlé à plusieurs reprises de l'impact sur la trajectoire scolaire et universitaire. Comment les jeunes aidants concilient-ils leur vie d'étudiant, leur vie et leur vie d'aidant justement à la maison, parce qu'on parle beaucoup du maintien de l'emploi pour les aidants adultes, mais c'est vrai qu'on a assez peu d'informations. En tout cas, elles sont moins mises en avant si elles existent sur l'impact de la posture d'aidant pour les étudiants. Oui, alors ça va être en général assez variable, notamment d'une université à une autre. Après, si on est aussi sur des études supérieures dans les écoles, ça va être sur des dispositifs précis à nouveau qui varient d'un lieu à un autre. Se pose déjà la question de est-ce que le lieu d'enseignement propose un aménagement spécifique des enseignements en fonction du fait qu'on est considéré comme aidant ou non. Mais avant ça, il faut déjà réussir à voir si le jeune se considère lui-même comme un aidant, parce qu'en fait, souvent, ces jeunes ne se considèrent pas comme des aidants, donc ils ne vont pas chercher de dispositifs qui pourraient leur être utiles. En autre point qu'on peut voir sur ces jeunes aidants adultes quand ils sont dans des études supérieures, c'est que souvent, ils vont choisir une filière qui est en lien avec la santé. Donc ça, c'est un point qui a été observé dans quelques études. En lien avec l'aide qu'ils apportent, finalement, ils vont choisir une carrière professionnelle en accord. En plus de ça, on peut voir en fonction des jeunes, c'est pas systématique, mais finalement, quand on est à l'université, on a aussi beaucoup de temps libre. Donc en fonction de la situation de notre proche qui est malade, on peut arriver à l'aider sans que ça ait trop d'impact sur nos études. Mais par contre, quand on est sur des formations où on fait du 35 heures de cours, c'est vrai que là, ça va avoir un impact plus important probablement, puisque s'il y a des rendez-vous médicaux et où on souhaite être présent, on n'a pas trop le choix que de rater des cours. On peut difficilement aménager l'emploi du temps, parce que sur un emploi du temps de 35 heures, concrètement, c'est sur des horaires de bureau. Alors que quand on est à l'université, on peut en général plus ou moins essayer de trouver un accord pour prendre le rendez-vous sur un moment où nous, on n'a pas cours. Puisqu'en général, à l'université, on va dire qu'on a cours la moitié de la semaine. Donc ça fait un ensemble d'aménagements aussi qui peuvent être assez particuliers. Et là, je vous parle que sur des éléments très pratico-pratiques. Je ne vous parle pas encore de la charge émotionnelle aussi qu'il peut y avoir. La charge émotionnelle, la charge mentale, parce que tout à l'heure, vous l'illustriez,
les jeunes aidants sont aussi ceux des fois qui vont être les communicants, qui vont faciliter les échanges et l'organisation quotidienne. Et ça ajoute aussi à toute la problématique. Là, je pense que la question de Salomé, elle était orientée sur l'impact sur du coup, sur la réussite ou sur l'échec scolaire, universitaire ou même dans les écoles ou encore dans les formations en alternance qui peuvent aussi être les formations professionnelles qui peuvent aussi être privilégiées parce que ça implique une source de revenus assez plus rapide et on sait aussi que les patients touchés par des cancers peuvent être vite précarisés et que les jeunes aidants peuvent prendre un peu ce poids de la précarité et orienter leurs études du coup des fois de façon professionnelle alors que c'est pas forcément ce vers quoi ils s'orientaient. Je me trompe ou il y a un peu de ça aussi? Ben, je vois que Salomé répondait oui. Moi, c'est vrai que de mon côté, j'ai pas les données scientifiques sur finalement la réussite universitaire lorsqu'on est jeune aidant. Mais effectivement, probablement que ça peut avoir un impact puisque ça veut dire qu'on n'a pas forcément la même disponibilité que les autres étudiants pour s'investir dans ses études. Mais en même temps, comme je vous disais, le fait d'apporter une aide, ça a des retentissements positifs. Donc il y a des choses où aussi, si on est sur des études dans le domaine médical et que nous-mêmes on est confronté à une situation médicale dans notre vie, bah, probablement qu'il y a des choses qu'on va aussi comprendre plus facilement ou plus vite. Et donc ça peut nous être bénéfique aussi dans nos études. Donc il peut y avoir un côté négatif et parfois un côté positif aussi. Oui, c'est pas tout noir, tout blanc. Faut nuancer l'impact sur les aidants. Et du coup, c'est vrai que surtout les parents, même les grands-parents, culpabilisent souvent de solliciter leurs jeunes, mais il faut voir aussi que pour les jeunes, c'est un besoin et que ce serait enfin, moi, j'ai l'impression dans ce que je vis au quotidien avec mes enfants ou dans ce que j'observe dans les échanges que j'ai avec d'autres patients, que l'enfant il a envie de s'impliquer et de se sentir utile et que ça pourrait même être contre-productif de l'exclure de son rôle d'aidant qui finalement souvent apparaît naturellement et comme étant un besoin pour voilà, contribuer au bien-être du foyer dans sa globalité. Oui, effectivement, ça en général, c'est quelque chose que les jeunes disent assez facilement. C'est que pour eux, c'est normal, ils ne se posent pas de questions, en fait. Et même sur les aidants adultes, en général, on le fait assez naturellement parce que notre proche ne va pas bien et on se dit, bah là, je continue de faire des choses où j'aide sur quelque chose que lui ne peut plus faire parce qu'il faut le faire, ça va l'aider et moi aussi. Mais souvent, on se met un petit peu de côté à ce moment-là et on ne se pose pas de questions. On fait. Et après, on ne se questionne pas après coup en se disant, bah là, est-ce que c'est normal ou pas tout ce que je fais? Puisqu'en fait, c'est naturel, comme vous l'avez très bien dit, Sabrina. Et là, je vois sur le Donc, petit chat que Salomé a pu mettre que, effectivement, là, c'était plus sur les jeunes aidants. Donc là, c'est plus ceux qui sont au lycée, où on voyait effectivement qu'ils avaient un retard au niveau de leurs études, dans 33% des cas. Donc on peut voir que ça a un oui, impact. Et après, Hélène, je vois que c'est vous ça. avez mis le lien vers l'équipe de la professeure Intas et de Géraldine Dorard, qui est l'équipe en France qui travaille vraiment énormément et qui a apporté cette question depuis le début sur les jeunes aidants. Et moi, en fait, j'avais pu faire mon doctorat avec Aurélie Intas, et où depuis, donc, notamment, il y a Pauline Justin, avec qui j'ai préparé cette présentation, qui continue, elle aussi, de travailler sur ce sujet. Mais effectivement, si vous cherchez des informations, c'est surtout sur ce lien-là où vous pouvez retrouver beaucoup de choses, puisqu'ils ont pu C'est faire énormément l'intérêt. C'est l'intérêt de ces webinaires aussi, c'est de partager les informations et de s'enrichir des connaissances des uns des autres pour avancer sur le sujet, parce que il y a des patients, mais il y a aussi beaucoup de professionnels finalement qui nous rejoignent sur ces webinaires. Un petit coucou à Anne-Catherine qui nous demande aussi est-ce qu'il est conseillé et c'est une question qui fait tellement écho
du quotidien. Est-ce qu'il est conseillé aux jeunes aidants ou aux parents des jeunes aidants d'informer les professeurs de leur situation? Ou est-ce qu'au contraire, ça stigmatise l'enfant ou l'ado? C'est une grande question et moi je retournerai la question en demandant au jeune qu'est-ce que lui il souhaite, parce qu'en fait souvent on ne lui demande pas à lui. Et là, je fais plus le lien aussi avec, je travaille en oncologie pédiatrique, et en général, quand un jeune a un cancer, ce qui peut arriver en première intention, c'est que les parents se disent, on va pas du tout le dire à l'école, puisqu'on a peur qu'il soit stigmatisé, donc on va plutôt le cacher. Donc, ce qui a après des conséquences sur comment les enseignants s'adaptent ou non aux besoins que le jeune peut avoir, mais aussi finalement de se dire, bah, lui, le jeune, qu'est-ce qu'il veut? Souvent, on lui demande pas. Est-ce qu'il a envie d'en parler? Est-ce qu'il a envie que les autres le sachent pour s'adapter au mieux? Donc moi, dans un premier temps, je dirais plutôt aux parents de demander à leur enfant qu'est-ce que eux ils souhaitent vraiment. Est-ce qu'ils veulent en parler ou pas? Pourquoi aussi ils souhaitent ou non en parler? Puisque parfois sur le refus d'en parler, ça peut être aussi une crainte d'être stigmatisé justement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire pour eux d'accompagner ou d'aider sa grand-mère parce qu'elle est malade, alors que ses autres camarades, eux, ils font pas ça. Là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est une nuance dépendamment de la situation et à nous, en tant que parents, d'entendre le besoin, l'envie de nos enfants et d'adapter dépendamment des enseignants qu'il y a en face et surtout de la réponse de notre enfant sur le sujet, qu'est-ce qui le met le plus à l'aise, et puis des fois aussi un peu avoir besoin de lui expliquer que c'est pas une honte parce que souvent j'ai l'impression que les enfants ont l'impression que en donnant l'information aux enseignants, c'est comme si on voulait qu'ils soient pleins, qu'ils soient un peu privilégiés, et ça peut les mettre mal à l'aise par rapport aux autres élèves. Oui. Puis après, il y a le fait aussi de donner l'information, mais à l'enseignant. Ensuite, il faut se venir questionner en se disant bah, quel niveau d'information on a besoin de donner. Parce que si je dis juste, bah, là, mon mari a un cancer, donc du coup, ça peut avoir un impact sur mon enfant. Très bien, mais du coup, qu'est-ce que l'enseignant va entendre de mon mari a un cancer? Qu'est-ce qu'il connaît déjà? Quelles sont ses représentations sur la maladie? Et du coup, qu'est-ce qu'il va en faire concrètement? Alors que si je vais sur des informations peut-être un tout petit peu plus détaillées, il a un cancer, là il est hospitalisé, il va être très souvent à l'hôpital, bah, peut-être que l'enseignant il va savoir un petit peu mieux à quoi être vigilant. En fait, c'est aussi cette question-là qu'on peut avoir, de se dire bah, quel est le niveau d'information que je peux donner pour aussi aider l'enseignant ou les autres personnes autour à s'adapter et à être au plus juste pour répondre aux besoins de la personne. Et à comprendre certaines problématiques de l'enfant sans pour autant, enfin de l'élève en l'occurrence, de l'étudiant, sans pour autant le privilégier, parce que ce serait pas, là pour le coup, ce serait à contresens, mais au moins comprendre et pouvoir proposer une adaptation, c'est le rôle de l'enseignant hein, de toute façon. Oui. Alors, on nous demande aussi, Véronique nous demande si vous avez, parce que moi pour sûr je l'ai pas, connaissance d'outils d'évaluation de l'intensité, de la lourdeur de l'aidance, de ce qu'elle représente pour l'enfant ou l'adolescent. Oui, pour les jeunes aidants, il y a un outil qui est un questionnaire qui a été validé en français, notamment donc par l'équipe de la professeure Intas. Et si je ne me trompe pas sur le nom de l'outil, où je suis en train de le chercher en direct, c'est la IACS, où en fait c'est un questionnaire qui va permettre de vraiment quantifier le type d'aide et le niveau d'aide qui est apporté. Alors, si vous pouvez glisser dans le chat, ce serait top, parce que pour ceux comme moi qui ont une petite mémoire, ça va pouvoir nous aider. Je continue les questions dans l'ordre. J'ai pas eu le temps de les classer parce qu'il y en a eu beaucoup.
Donc il y a Salomé qui nous dit que au sein de la lutte nationale contre le cancer, il y a des soins de support aussi qui sont proposés aux aidants. Et effectivement, il y a beaucoup d'associations qui de plus en plus qui prennent conscience de la part de l'aidant, ou il y en a qui en ont eu conscience depuis longtemps. Moi, je sais que pareil, il y a une association qui s'appelle AQS à Melun et qui propose des soins de support adaptés à très faible coût, qui sont également offerts aux aidants. Et on m'a plusieurs fois proposé suggéré de proposer ces soins à mes enfants pour que ce soit un petit moment. Alors c'est pas comme ce que fait Jade, un moment entre enfants, entre adolescents, mais un moment où on se ressource autour de soins de sophrologie, de shiatsu, des soins d'hypnose aussi, qui peuvent aider à évacuer tout ce que les enfants, les adolescents encaissent sans forcément arriver à les verbaliser. Et des fois, c'est plus facile avec un praticien. Alors des fois, c'est rien contre vous, hein, Christopher, mais les psychologues, ça leur fait peur. Ça sous-entend qu'il y a un problème. Alors que quand on aborde l'aspect avec un autre thérapeute, ça peut ouvrir la porte ensuite à un recours au psy, parce qu'il y a déjà eu une première démarche qui aide. Et effectivement, je pense que ça, c'est depuis toujours les associations de patients, comme nous, Coresso, on est très vigilants aux aidants, et il y a une grosse proportion d'aidants qui nous sollicitent par rapport aux patients, parce qu'ils ont besoin aussi d'y voir plus clair et de comprendre les problématiques de ceux qu'ils accompagnent, parce qu'il y a des patients qui ont du mal à verbaliser leurs difficultés au quotidien et qui viennent chercher au sein des associations des témoignages qui vont leur être utiles pour faire des propositions justement aux patients qu'ils accompagnent. Alors, j'ai vu qu'il y a eu plein de liens partagés aussi. Le réseau Oncocentre, je vais y arriver, pour les jeunes aidants. Donc, je vous laisse vous nourrir de tous ces liens dans le chat. On parle de la relation parent-enfant. Guillaume nous demande est-ce que un adulte peut refuser d'être aidant? Est-ce qu'un enfant peut refuser d'être aidant? Alors, on peut toujours refuser, mais en général, on est pris dans des conflits relationnels. Donc, c'est-à-dire que les moments où on nous demande de l'aide explicite, c'est pas forcément si fréquent que ça. Souvent, donc, comme on le disait, c'est quelque chose qu'on va faire naturellement. Et quand je dis qu'on est pris dans des conflits relationnels, c'est quand je suis enfant, je suis un enfant mineur et ma mère me demande si je peux mettre la table. Ça semble pas grand-chose, mais elle me le demande tous les jours, ça fait beaucoup pour moi. En plus de ça, elle me demande peut-être d'aller faire les courses alors que je n'ai que 10 ans. Donc en fait, il peut y avoir plusieurs choses et sur le moment, en fait, on ne voit pas le côté qui n'est pas adapté. En même temps, à quel point on peut être libre de dire non et sans conséquence après. C'est aussi ça. Et quand on est adulte, c'est un peu la même chose. On est pris dans des conflits relationnels on est attaché à la personne. Si c'est pas moi qui le fais, qui est-ce qui va le faire? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre? Parce que souvent, oui, on peut apporter une aide, mais sans le faire par plaisir. Ça peut être quelque chose qui nous met en difficulté. Mais en même temps, on peut se dire, c'est normal que ça soit moi et il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Souvent, c'est ce qu'on peut avoir comme discours aussi du côté des aidants, alors que ce n'est pas la vérité absolue. Mais souvent, c'est le sentiment qu'on peut avoir. Et du coup, de se dire, si je ne le fais pas, je vais me sentir aussi coupable parce qu'en fait, j'aide pas ma mère qui est malade, j'aide pas mon conjoint qui est malade, alors que c'est mon rôle, dans ma relation avec l'autre, c'est mon rôle de venir en aide lorsque l'autre est malade. Donc, on peut dire non, on peut ne pas faire, mais ça peut aussi avoir des conséquences par la suite, soit qu'on s'inflige à soi-même, entre guillemets, de je me sens coupable de ne pas le faire alors que je le devrais, sur ça. Ou encore, ça peut venir casser un petit peu quelque chose dans la relation qu'on a avec son proche, parce que du coup, là, il a besoin de nous,
il nous demande de l'aide, et si je ne réponds pas à sa demande, bah, comment ça va se passer dans notre relation? Après, on peut peut-être aussi, et c'est pas facile, surtout quand on est fatigué, mais hiérarchiser ses besoins, ses demandes, et essayer aussi de se poser, de prendre le temps. Voilà, ça je peux vraiment pas le faire. J'ai besoin de toi, ça je peux vraiment pas le faire, mais je peux aller chercher quelqu'un d'autre pour le faire, parce que c'est, enfin, et demander peut-être à l'enfant ou à l'adolescent ce qui lui est le plus coûteux, ou au contraire ce vers quoi il s'épanouit, parce qu'il y a des fois des aides qui peuvent être épanouissantes, mais ce qui est le moins coûteux pour lui en tout cas, et parce que il semble que il y a quand même des points sur lesquels les parents, notamment si on parle des jeunes aidants, mais les patients en général, peuvent être aidés concrètement de par leur situation, avec notamment l'hospitalisation à domicile ou d'autres dispositifs. Alors c'est notamment le cas dans les prévoyances, je crois. Oui, mais là, du coup, je me dis, ça revient aussi à un point intéressant qui est à nouveau la communication qu'il peut avoir entre les différentes personnes au niveau de la famille. À quel point on arrive à communiquer sur tout ça, à venir questionner qu'est-ce qui peut être lourd pour l'autre, et du coup de se dire, bah là, du coup, ça fait beaucoup pour toi, donc on va aller voir si on peut trouver de l'aide auprès de quelqu'un pour faire en sorte que moi, j'ai le besoin qu'on réponde à mon besoin, mais que ça pèse pas que sur toi. Euh, et du coup, en fait, c'est là où c'est assez compliqué, puisqu'encore aujourd'hui, on attend beaucoup que ça soit la famille en elle-même qui se saisisse de tout ce qui peut exister autour d'elle. Et puis, on le voit sur le petit chat, vous avez mis plein d'associations en plus ou de liens différents. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui existent, mais ça veut dire finalement, en tant qu'individu, être plus ou moins au courant ou être suffisamment libre d'aller chercher ces informations par soi-même et de réussir à les trouver parmi la quantité phénoménale d'informations qui existent. Et ensuite réussir à trouver des personnes avec qui on se sent à l'aise aussi pour répondre à nos besoins. Donc beaucoup de variables encore à prendre en compte. Et la communication, c'est le nerf de la guerre. Enfin, en situation de crise en particulier, c'est ce qui va faire que ça fonctionne, ou qu'au contraire ça clash à un moment donné parce qu'il y a eu trop de retenue et qu'on n'a pas pu exprimer ses besoins, et du coup écouter ceux de l'autre aussi, Oui. qu'il soit aidant ou patient. Il y a un grand monsieur que je vois tous les jours qui me dit prends soin de toi pour prendre soin des autres, et je pense que c'est quelque chose que les aidants ne doivent pas oublier, c'est de continuer à prendre soin d'eux. Et Oui. un des premiers soins, c'est d'exprimer justement ses besoins et ses limites pour pouvoir continuer à être aidant dans de bonnes conditions. Et parce que finalement, l'objectif des aidants, justement, c'est d'aider, mais dans de bonnes conditions. Donc, si ça devient difficile, c'est qu'il faut communiquer, il faut échanger, il faut partager. Oui. C'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, Christine nous a partagé une étude avec nos proches. N'hésitez pas à mettre le lien, Christine, pour qu'on puisse le retrouver. Coucou Colette, merci pour ton gentil message. Et il y a une étude, alors Hélène nous partage une étude depuis septembre 2023. De la même façon, n'hésitez pas à partager les liens. Donc Salomé a partagé la donnée que vous avez partagée tout à l'heure, que vous avez communiqué tout à l'heure, sur 33% des aidants qui ont un retard au moins une fois au cours des 3 derniers mois de leur période de scolarité. Le questionnaire a été partagé. Ah, vous êtes super réactifs, c'est génial. Étincelle Occitanie aussi qui nous partage un lien et qui nous rappelle qu'ils accompagnent les aidants. Pardon. Pardon, c'est moi. Je voyais que Véronique demandait également chez les adultes pour évaluer l'aide. Là, comme ça, je vous avoue que je ne l'ai pas en tête, puisque c'est une des grandes difficultés qu'on a sur les aidants adultes, c'est qu'en général, on va considérer que toutes les personnes sont des aidants, en tout cas au niveau scientifique. En général, quand on a un proche,
qui est présent. Donc, mettons, je viens en consultation avec un de mes proches, bah forcément, on va considérer qu'il est aidant, alors qu'en fait, si ça se trouve, non. Il est confronté à la maladie, mais peut-être qu'il n'apporte pas une aide différente de ce qu'il faisait avant dans sa vie de tous les jours. Alors que chez les jeunes aidants, justement chez les jeunes, on a un questionnaire très spécifique qui va mesurer et quantifier à quel point c'est une aide qu'on va dire significative et régulière. Chez les aidants adultes, on est plutôt encore beaucoup sur des questionnaires qui vont évaluer l'impact plutôt négatif de l'aidance, notamment en termes de fardeau. On a plusieurs questionnaires qui peuvent évaluer ça. Mais là, à ma connaissance, en tout cas, je n'ai pas de questionnaire qui permet d'évaluer le type d'aide et la quantité d'aide apportée. Alors, Salomé, elle nous a dit concrètement comment identifier selon vous, mais je pense qu'il manque la fin de la phrase. Salomé, n'hésitez pas à repréciser. Saba qui nous pose une question très précise, elle est infirmière scolaire et elle nous demande quels conseils on pourrait lui apporter pour accueillir au mieux à l'infirmerie un enfant qui a un parent atteint d'un cancer. Et ben moi, j'aurais dit très concrètement, simplement une écoute dans un premier temps pour savoir pourquoi ce jeune il vient à l'infirmerie. Est-ce qu'il a envie d'en parler? Qu'est-ce qui peut se passer à la maison? Et comment il se sent lui par rapport à tout ça? Puisqu'en fait, souvent, on oublie de leur demander à ces jeunes qu'est-ce que eux ils ressentent. On est souvent orienté vers qu'est-ce que la personne malade ressent. Ou notamment en point plus important sur ces jeunes, c'est notamment si c'est un frère ou une sœur qui est malade. Parce que souvent, les autres de la fratrie ils sont un peu mis de côté et oubliés, parce qu'il y a un petit frère ou une grande sœur qui est malade, et donc la priorité est donnée à cet enfant malade, et les autres membres de la fratrie, souvent, ils peuvent être délaissés et pas forcément comprendre ce qui se passe. Et donc ça peut être source de détresse. En même temps, eux, ils comprennent en partie ce qui se passe et ils se mettent encore plus en retrait, ce qui fait que finalement, la famille fait encore moins attention à eux parce qu'ils sont faciles à vivre. Et c'est là où c'est un peu à double tranchant souvent pour les jeunes. Donc, moi, je dirais en première intention, juste simplement questionner et écouter. Et en fonction des réponses qui peuvent être données, du coup, orienter notamment vers tous ces dispositifs associatifs qui peuvent apporter une aide plus précise qui répondrait aux besoins. C'est vrai qu'on a parlé des parents, mais on n'a pas parlé des fratries. Et pour les enfants, il peut y avoir un sentiment d'abandon quand les parents se concentrent sur un enfant de la fratrie. Et souvent, enfin, peut-être je me trompe, mais c'est au moment d'adolescence que ça peut exploser et s'exprimer. Alors qu'avant, l'enfant va avoir trouvé des parades pour laisser la place à l'enfant aidant, va trouver des parades pour laisser la place à celui qui est malade. Mais à un moment donné, tout enfant qu'il est, il a besoin aussi de retrouver sa place. Donc, quand il y a des infirmières scolaires qui sont accessibles, surtout quand on sait à quel point c'est difficile d'avoir des accès en pédiatrie en ville, c'est précieux et votre écoute, effectivement, peut déjà amener à une orientation, surtout avec tout ce qui a été partagé dans le chat. Christine qui souligne que la Ligue peut aussi apporter un soutien financier sur dossier. Donc effectivement, c'est une des fonctions, Christine, si je me trompe, c'est une des orientations principales des fonds de la Ligue que de soutenir financièrement les patients et aussi donc les situations d'aidants. Donc n'hésitez pas à vous orienter vers la Ligue pour ces problématiques financières. Il y a Salomé qui nous demande comment on peut identifier les aidants et les jeunes aidants pour les accompagner et mieux orienter l'accompagnement sur les différents territoires, par quel canal on peut les identifier. Dans un premier temps, j'allais dire, si on ne rencontre pas ces jeunes en tant que tels, mais qu'on est plutôt avec les parents ou les personnes malades directement, on peut questionner donc cette personne sur comment ça se passe à la maison, est-ce qu'il y a des enfants,
comment ça se passe avec eux, qu'est-ce qu'ils savent de la maladie, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie quotidienne, est-ce qu'ils apportent une aide ou non, et sur quoi. Et dans ce cas-là, pas juste rester sur une question ouverte, mais plutôt aller sur est-ce qu'ils aident sur les tâches ménagères, sur la gestion des médicaments. En fait, aller sur les différents types d'aides qu'ils peuvent apporter. Parce que souvent, en tant que parent, on ne va pas se dire oui, ça c'est une aide, puisque c'est quelque chose qu'il il faisait déjà un peu avant. Donc là, oui, il le fait un peu plus, mais en quoi ça peut être gênant. Donc déjà, pouvoir questionner comme ça. Et ensuite, ça venir questionner plus précisément sur les répercussions potentielles que ça peut avoir. Est-ce qu'il continue d'avoir des activités de loisirs? Si c'était quelqu'un qui faisait du sport, est-ce qu'il continue toujours de faire du sport comme d'habitude? D'aller chez des amis, de voir des personnes? Ou est-ce que là, on ressent qu'il se referme un peu plus sur lui, qu'il a des difficultés scolaires? Donc, on peut évaluer tout ça par le biais des parents ou des personnes malades. Et si on rencontre le jeune directement, c'est plus simple, on peut le questionner en face à face sur qu'est-ce qui se passe. Si dans un premier temps, on repère que oui, il y a une aide qui est apportée, qu'il peut y avoir un retentissement, mais vu qu'on n'a pas rencontré le jeune, le mieux c'est de venir réévaluer une autre fois, après coup encore avec la personne avec qui on en a parlé, pour voir si c'est toujours la même situation ou pas. Et auquel cas, on peut décider de donner des contenus pour orienter ce jeune-là vers des professionnels qui pourraient adapter, ou proposer aux parents de venir la fois d'après avec son jeune s'il le souhaite, pour nous pouvoir le rencontrer en tant que professionnel. Et à partir de là, sur quel canal et vers où les orienter, ça va être, comme toujours, très dépendant de la zone géographique où on est en termes de région et de département, puisque souvent il y a des aides qui sont plus départementales. Là, je vous ai parlé de l'association JAD, qui est probablement une des plus importantes en France sur les jeunes aidants. Donc déjà, on peut regarder sur est-ce que cette association existe dans le département, et sinon, j'avais d'autres petits liens vers d'autres associations aussi qui existent pour les jeunes aidants. Mais si on ne veut pas forcément passer trop de temps à chercher, on peut contacter l'association JAD pour leur demander à eux directement vers qui orienter une personne qui se trouve dans un département X. Et comme ça, ils sauront plus précisément qui on peut contacter et comment continuer de faire cette mise en lien avec des professionnels ou des structures adaptées. Il y a quelque chose aussi de la part des parents, quelque chose qui est tout bête, mais on parlait tout à l'heure vous avez évoqué les activités sportives. Ça fait partie du bien-être, c'est essentiel, ça permet de continuer à avoir des relations. Et des fois, en tant que parent, on n'ose pas demander, par exemple pour le covoiturage, surtout quand si on est nouveau dans la région où on habite, si on est un petit peu si on est un petit peu isolé parce qu'en ville les échanges sont moins naturels. Faut pas hésiter non plus à faire appel à la solidarité pour le covoiturage, pour des choses comme ça. En général, ça reste pas lettre morte, surtout sur ces situations. Il faut pas culpabiliser d'avoir recours à cette aide qui peut être précieuse et qui, justement, qui est porteuse de valeur pour nos enfants, de montrer que, c'est rassurant comment dire, cette humanité, cette cohésion, j'arrive pas à trouver le mot, mais et c'est aussi porteur de positif, je pense, pour nos enfants. Tout à fait. Je crois qu'il y avait une dernière question sur les maisons des aidants. Parce que moi j'ai peut-être perdu le fil. Je vois juste celle-ci, donc Dorothée, qui demandait si les maisons des aidants permettent aussi aux jeunes aidants de venir sur place et donc d'être rencontrés. Là, j'ai pas la réponse en oui, non, très clairement sur ce qui se passe. Moi, je peux vous parler de la maison des aidants qui est à Lille. Il me semble qu'en majorité, c'est des aidants adultes de personnes qui ont une maladie neuroévolutive. Souvent aussi, c'est parce que ça va être lié aux contraintes horaires. Et notamment, je sais, pour connaître un peu plus ce que la Ligue contre le cancer a fait dans le département du Nord, c'est que notamment ces jeunes aidants, souvent, ils sont à l'école la journée. Donc, quand ils peuvent aller sur ce type de structure, eux, c'est plutôt après l'école. Donc, souvent dans les horaires où c'est fermé.
Et je sais que notamment dans ce cadre-là, le comité du Nord de la Ligue contre le cancer a mis en place des activités plus spécifiquement pour les jeunes aidants, mais après 17h30. Donc sur des choses plus ponctuelles, notamment sur des activités de groupe. Et comme ça peut correspondre davantage à leur agenda à eux. Et après, lorsque c'est des questions de suivi psychologique individuel, les psys, eux, s'adaptent justement pour proposer des horaires comme ça après les cours. Mais donc ça veut dire que la structure doit aussi pouvoir s'adapter en partie aux contraintes horaires aussi de ces jeunes-là et de leur emploi du temps, ce qu'on fait peu, voire pas, quand on est à l'hôpital. Donc moi, je sais qu'en général, quand on est à l'hôpital en tant que psychologue, c'est des horaires de bureau, et puis point. Parce que c'est le cadre qui est imposé par nos RH. Alors que quand on est sur d'autres structures, il y a une souplesse qui est un peu plus facile à trouver. Oui, notamment auprès des associations qui s'orientent ou sur les cabinets en ville. Mais écoutez, je vois qu'il est 13h01. On a, semble-t-il, été sur l'ensemble des questions. En tout cas, on espère. S'il y en avait qui vous venaient a posteriori, n'hésitez pas à nous en faire part. On transmettra. contact@corasso.org et puis voilà, n'hésitez pas aussi, Christopher a partagé une étude qui est très intéressante et qui fait sens. On va aussi nous la repartager largement pour que vous puissiez prendre part et contribuer à la recherche parce que la recherche avec les chercheurs, mais aussi avec les patients et les aidants, sinon ça marche moins bien. Merci beaucoup, Sabrina. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci à tous. Et puis, vous allez recevoir le replay. Et puis, on se retrouve pour un prochain webinaire. Je crois pouvoir dire que le prochain webinaire, d'ores et déjà, se tiendra avec Maglone Haribo et avec le professeur Agnès Dupri-Bourry. Et on parlera du livre Langue étrangère. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si ce n'est pas le cas, je vous encourage à le commander. Et il n'est pas encore disponible en librairie puisqu'il est auto-édité, mais c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, Langue étrangère. C'est une pépite parce que c'est extrêmement bien écrit et ça permet de mieux comprendre le parcours des patients en cancérologie ORL avec beaucoup de légèreté, d'humour et une plume incroyable. À très bientôt. Merci à toutes et tous. Merci, au revoir.